Bienvenue sur Data Driven 101. Je suis Marc Sanselme, votre partenaire privilégié dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la data science. Réservez un appel d'une demi-heure avec moi pour cadrer et donner de l'élan à vos projets IA. Rendez-vous sur datadriven101.tech pour plus d'informations. Un soir, en revenant du bar, vers minuit et demi, un technicien d'OVH m'appelle et me dit en fait, vous n'avez plus rien sur votre serveur. Vous êtes fait hacker. Votre base de données est plus là. Ça a été le premier gros coup de flip autour de la donnée que j'ai eu chez Estimeo, c'est de se dire waouh, il y a quelqu'un qui est arrivé qui d'un seul coup en fait a tué mon business en une heure, même pas. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes de la data dans toute leur diversité. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, agence de recherche et développement en data science. Je reçois des professionnels d'horizons variés pour nous parler de leurs aventures, leurs succès, leurs échecs, leurs espoirs, leurs techniques, leurs astuces, leurs histoires et leurs convictions. Cette semaine, je reçois Adrien Fenech. Il est ingénieur d'Epita, président et cofondateur d'Estimeo depuis plus de 6 ans. Il enseigne à Epita, Epitech, Dauphine. Il est également formateur en cybersécurité et il a rejoint l'an dernier le classement Forbes 30 Under 30. Bonjour Adrien. Bonjour Marc. Alors Adrien, est-ce que tu peux nous parler d'Estimeo ? Qu'est-ce que vous faites exactement ? Bien sûr, donc Estimeo, c'est l'agence de notation et de valorisation des startups en France et en Angleterre. Pour faire simple, nous accompagnons les entrepreneurs dans justement cette démarche d'analyse et on va aider également tout l'écosystème à bien situer justement les startups. Donc on va être très utile notamment pour les investisseurs qui souhaitent justement investir dans les projets, pour les banques qui sont friands un peu de rapports de notation, les incubateurs accélérateurs qui souhaitent justement analyser leur start-up en début et en fin de promotion, et bien entendu les grands comptes qui vont être là plutôt pour s'associer avec des start-up et voir si elles seront encore en vie au bout de 6 mois. Au-delà de ça, nous faisons aussi tout l'accompagnement qu'il y a autour, donc notamment les entraînements au pitch, la revue des documents, des mises en situation notamment avec des investisseurs et des mises en relation avec des investisseurs. D'accord, donc vos clients sont tous ceux qui sont intéressés par l'écosystème, comprendre mieux l'écosystème des startups, et puis les startups elles-mêmes qui veulent se faire accompagner. Bien entendu. Alors la data chez Estimeo, à qui ça sert ? Comment vous gérez ? Alors, la data, elle est avant tout utile justement pour nos analystes, justement pour comprendre à la fois bien entendu les startups, pour correctement les analyser, mais au-delà de ça, pour créer un contexte autour des entrepreneurs et des entreprises directement. Ces données, on a l'habitude de dire que c'est le nerf de la guerre un petit peu dans les entreprises et notamment du numérique. Et bien ici, c'est réellement le cas puisque c'est ce qui va servir justement à notre moteur pour pouvoir analyser un petit peu les entreprises, les valoriser. Il faut savoir qu'en France ou en Angleterre et en règle générale dans le monde du capital risque, la valorisation d'entreprises, c'est avant tout financier. Ici, on parle de jeunes entreprises, les fameuses early stage, donc qui vont lever leurs premiers fonds du pré-seed à la série A, et que généralement, ces entreprises n'ont pas 36 bilans financiers derrière. Donc on va ici analyser plutôt l'humain, le marché, la technique, l'offre, le produit, un peu tous ces critères extra-financiers qui sont durs à quantifier, mais qui sont très qualitatifs. Et donc, nous, on va justement utiliser un peu cette donnée derrière, réussir à la quantifier, à la transformer, pour à la fois la faire tourner dans nos moteurs d'algorithmie et à la fois aussi pour aider nos analystes à bien comprendre et à bien analyser les entreprises. D'accord. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler d'une décision business, ou de décisions business en général, que vous prenez grâce à la data ? Alors, quand un investisseur souhaite investir dans un projet, il suit généralement ce qu'on appelle une thèse d'investissement. Donc, à savoir, par exemple, quels vont être les montants investis, quel va être également le secteur visé et potentiellement d'autres critères comme ça. Et ben nous, la donnée en fait qu'on a derrière, on va l'avoir cette donnée sur les startups. Et on va pouvoir mettre en relation les bonnes startups avec les bons investisseurs. Et que ça soit vraiment ce duo un peu win-win que l'on cherche lors d'un investissement. Au-delà de ça, nous, nos analyses, on essaye de les rendre les plus quali possibles, les plus qualitatives possibles. Et pour ça, la donnée, que ça soit extra-financier ou financier, comme je le disais, est critique. Le principe même de l'investissement est d'investir sur ce qu'on appelle les signaux faibles. Et ces signaux faibles, on va justement réussir à les trouver dans cette masse de données. Donc, imaginez un questionnaire de plusieurs centaines de questions où les entrepreneurs vont prendre le temps d'y répondre. Et ben, le but du jeu va être de trouver un petit peu cette aiguille dans la botte de foin. Si tu dois décrire le plus simplement possible, on va dire l'architecture technique de la data, comment vous
la stocker, comment vous la récupérez, comment vous la consommez? Alors, sur ce coup-là, je vais être obligé de parler de 2 phases distinctes qu'il y a eu chez Estimeo. Tout d'abord, pour récolter cette donnée, il faut bien comprendre que, comme je le disais avant, on parle d'un gros formulaire. Ce formulaire, bien entendu, on n'a pas essayé tout de suite de le développer, de le coder, de le mettre dans une base de données, etc. Pour être sûr de ne pas se planter sur notre méthodologie d'analyse, au tout début, il y a 6 ans, avec mon associé, on avait créé un énorme Excel d'une centaine de lignes, pareil en nombre de colonnes, et le but était de remplir, main dans la main avec l'entrepreneur, toutes les données. Ces données qui étaient, mine de rien, un peu en vrac à l'époque, alors bien entendu orientées, ciblées, mais tout de même un peu décousues, un peu floues. Et c'est grâce justement à cette phase sur Excel, donc cette première architecture, un peu cette V0 qui était sur Excel, qu'on a pu un peu trier tout ça et créer justement ce qui allait être par la suite la vraie architecture qu'on a actuellement et la rendre la plus pertinente possible. Donc cette première phase de cette première architecture Excel qu'on avait était un peu brouillon, mais nécessaire. Et grâce à ça, on a pu passer sur une architecture beaucoup plus structurée, donc à savoir une belle architecture technique avec du Docker, plusieurs langages, plusieurs services, une belle base de données en MongoDB, ça c'est une partie pris parce que j'ai du mal avec SQL. Mais au-delà de ça, cette base de données structurée nous a permis derrière de pouvoir travailler sur ces données-là. Toutes nos données sont référencées bien entendu par entreprise et non pas par utilisateur. D'ailleurs, par rapport à ça, on n'est quasiment pas soumis à RGPD justement parce qu'on a très peu finalement de données utilisateurs. On a des données qui sont cependant très critiques puisque ce sont des données d'entreprise. C'est souvent des données que si demain elles devaient fuiter causeraient du tort à la fois bien entendu à Estimeo mais aussi aux entreprises que nous analysons. Mais ces données, justement, sont correctement structurées dans une base de données. On peut bien entendu les sortir sous format Excel si besoin, justement, pour les analystes. Il faut bien comprendre que nos analystes ne sont pas des personnes techniques. Donc, les envoyer dans une architecture technique, c'est compliqué. Ouais. Donc, on a réussi à créer des ponts un petit peu, bien entendu via Excel et via d'autres interfaces, pour pouvoir, justement, utiliser ces données non seulement via nos algorithmes, donc très techniques, mais également pour nos analystes, eux, qui ne le sont pas. C'est intéressant, ces ponts dont tu parles pour récupérer cette donnée qui est stockée dans votre base de données et qu'elle soit exploitable par vos analystes. Comment vous y prenez tu parlais un peu d'envoyer sur Excel, mais... Alors, bien sûr, l'Excel est très pratique pour plusieurs raisons. Déjà, nos analystes le comprennent parfaitement bien. Même les profils qui ne sont pas forcément analystes ou techniques comprennent Excel. On a tous eu l'habitude de l'utiliser depuis des années. Et aussi, c'est un format de partage qui est relativement simple avec les grands comptes, les investisseurs. Bref, ouais. C'est un moyen un peu unique de communiquer là-dessus. Au-delà de ça, nous, nos analyses, ou en tout cas nos analyses algorithmiques et toute la tech qu'on a derrière chez Estimeo, permettent surtout aux analystes de gagner du temps. Nos analystes sont là pour utiliser leur matière grise et non pas pour simplement faire des stats, utiliser une calculatrice ou écrire un rapport. Et en fait, c'est là que nous, la tech, va jouer un rôle majeur derrière. Au-delà de l'algorithmie qui va se passer derrière pour analyser, sortir des contrôles de cohérence, mettre une note sur une entreprise ou en tout cas des premiers avis, on va gagner du temps sur les bonnes analyses à sortir, celles qui sont pertinentes, celles qu'on peut mettre en avant à la fois auprès de la start-up, des investisseurs et en fait toutes les parties prenantes du monde de la start-up. Et derrière, utiliser un peu la matière grise de nos analystes sur des choses qui sont difficilement automatisables ou en tout cas qu'on ne peut pas encore les mettre en place. Ok, alors ma question suivante était est-ce que vous faites du machine learning, mais donc de ce que je comprends, vous avez effectivement des algorithmes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de vos usages de machine learning ? Alors, c'est intéressant parce que le machine learning, en effet, on y a pensé. On en a même fait passer un moment. Alors, non pas sur l'analyse d'entreprise à proprement parler, je reviendrai après pourquoi, mais plutôt sur la mise en relation automatique entre les startups et les investisseurs. Comme je le disais tout à l'heure, il y a certes des tests d'investissement qu'il faut respecter, mais au-delà de ça, ce sont les signaux faibles que nous recherchons. Et les signaux faibles sont très compliqués à trouver d'un point de vue humain et encore plus, bien entendu, automatiquement. Et donc, c'est là où on s'est dit, tiens, autant tester la machine, voir ce qu'elle est capable de nous sortir de manière un peu improbable et voir si ça marche ou pas. Alors, c'est un projet qu'on a mis en place il y a quelques années, qui a duré pendant 1 an et demi ou 2 ans de mémoire, que pour certaines décisions stratégiques, nous n'avons pas gardé derrière de manière opérationnelle, mais qui avait quand même un résultat relativement positif. On était sur quand même quasiment 60% de bonne mise en relation, que nous, en tout cas, on aurait fait à la mano. Et ça nous a permis aussi de découvrir d'autres manières
en tout cas de trouver justement des mises en relation pertinentes pour les startups et les investisseurs. Et donc pourquoi en effet on n'a pas utilisé le machine learning dans l'algorithmie de notation? Il faut savoir que le métier justement de la notation d'entreprise, comme les grands qui notent des pays ou des banques ou des grands comptes, est un métier qui est très régulé. Donc il faut être capable d'expliquer pourquoi telle donnée a pu donner telle note derrière. Et le problème qu'on avait, en tout cas à l'époque avec le machine learning, c'est qu'on a toujours cette image de la boîte noire qui n'est pas forcément rassurante aussi sur le côté très factuel. Et donc on ne pouvait pas se permettre à l'époque de baser tout notre modèle d'analyse et la notation et la valorisation d'entreprise sur un modèle qu'on a du mal à expliquer derrière. Alors certes, on n'est pas encore régulé, on y viendra un jour ou l'autre, et donc on se prépare à cette phase de régulation. Et donc c'est ça qui, pour l'instant, nous empêche d'intégrer du machine learning dans la notation d'entreprise. D'accord, oui, le besoin d'explicabilité est vraiment une limitation pour vous pour l'appliquer en pratique. Et en termes de valeur, ce que vous aviez ciblé, donc cette mise en relation de start-up, est-ce que c'est quelque chose qui avait la valeur attendue? Alors, c'est en effet, ça a une valeur en fait. On a été assez surpris plutôt sur le rendu. Déjà, on ne s'attendait pas à avoir autant de choses positives, de bonnes mises en relation avec aussi peu d'informations. On avait fait le parti pris de donner le moins d'informations possible et de se baser que sur les pitchs des entrepreneurs et les thèses d'investissement, j'ai envie de dire, écrites à la mano des investisseurs derrière. Donc, on n'était pas sur de la donnée structurée. C'était là qu'était le challenge, justement. Et on gagne forcément beaucoup de temps, que si un analyste doit passer son temps à lire tous les pitchs et toutes les thèses d'investissement et les connaître par cœur, on va perdre énormément de temps et c'est pas le but du jeu. L'autre intérêt aussi était de pouvoir un peu, j'ai envie de dire, lâcher cet outil dans la nature et se connecter automatiquement, par exemple, à LinkedIn ou Twitter, où on a des pitchs écrits, bien entendu, sur toutes les entreprises et potentiellement la récupération des articles un peu connexes. Et des investisseurs sur leur site internet, pareil, c'est généralement la thèse d'investissement de dispo. Et donc en fait, on aurait pu avoir un outil qui est totalement autonome, on va dire, de manière idyllique, et pouvoir nous faire gagner à la fois du temps et potentiellement du business. Bien sûr, la réalité est forcément différente. C'était pas aussi simple puisqu'il faut aussi pouvoir se connecter à tous ces systèmes-là. Et derrière, pouvoir avoir un matching qui est parfait, parce qu'on n'est jamais trop prudent. Hein. On peut avoir une mauvaise mise en relation, et puis nous, forcément, si on se plante, c'est la notoriété d'Estiméo qui en prend un coup, et c'est pas forcément le but du jeu. Il faut bien comprendre que le monde de l'investissement, que ce soit les startups, les banques, les investisseurs, etc., sont très critiques en règle générale, et il vaut mieux pas se planter avec ces acteurs-là. D'accord. Et l'usage, on va dire, semi-machine learning, celui dans lequel on aurait une mise en relation, on va dire 5 mises en relation possibles et l'analyste fait le choix entre les 5, celui-là, il aurait été quand même impacté par ce problème de régulation ? Alors, normalement, non, puisqu'en effet, comme je le disais, c'est avant tout la partie purement analyse, notation et valorisation, on va dire, qui est régulée. Bien sûr, le reste, c'est plus on va dire, du conseil, et dans ces cas-là, ça ne rentre pas là-dedans. Mais il faut faire attention quand même à l'image qu'on renvoie. Si demain, on commence à dire dans tous les sens que Estiméo fait du machine learning, forcément, l'image aussi de la notation va en prendre un coup. Alors, ça peut être très positif, ça montre aussi qu'on est dans l'air du temps, qu'on est capable de transformer ces modèles, de voir une nouvelle application justement au machine learning, comme beaucoup d'autres. Mais il faut quand même faire attention à la régulation, à l'explication qu'il y a derrière. Je pense que dans ces cas-là, c'est plus simple d'être une grande agence de notation. De toute façon, c'est déjà une boîte noire, on le sait tous. Autant rajouter du machine learning et voir ce que ça sort. Nous, malheureusement, on n'en est pas encore à cette étape-là. Ça ne devrait pas tarder. Alors, si on revient sur la data en général, quelles sont aujourd'hui les limites, les goulots d'étranglement que vous rencontrez face à la data ? Alors, la limite, en fait, qu'on a actuellement, c'est justement qu'on a trop de données. On a trop de données qui, certes, est structurée, mais qui est compliquée à analyser. Si je reprends cet exemple du gros formulaire, donc pour faire très simple, un entrepreneur remplit environ 120 questions de notre formulaire, on va dire public. Derrière, le formulaire s'adapte et comble les trous manquants. Et à la fin, c'est comme si on avait un gros formulaire de 200 ou 300 questions qui ont été répondues. On a environ 10 000 startups maintenant sur Estiméo, qu'on a analysé depuis 6 ans. On fait vite le calcul, ça fait beaucoup de données.
et à la fois pas suffisamment pour en tirer des énormes conclusions, ou en tout cas, par exemple, faire tourner du machine learning derrière et avoir quelque chose de pertinent. En fait, on se retrouve un petit peu sur un entre-deux, où on a beaucoup trop de données à analyser d'un point de vue humain, d'autant plus que ces données sont très vite obsolètes. Les startups, c'est quand même quelque chose qui évolue très rapidement dans l'air du temps. Tous les 6 mois, il faudrait remettre à jour un peu toutes ces données-là. Et nous, c'est pas forcément le cas. Donc, il faut à la fois trier l'obsolescence, justement, de ces données, avoir suffisamment d'analystes pour trier les données actuelles et en sortir soit des vérités générales ou ce genre de choses, ou des faits, et puis potentiellement continuer à faire grandir cette base. Donc en fait, cette masse de données qu'on a actuellement, on a du mal à la traiter. C'est vrai, on a du mal à en tirer des signaux faibles, on a du mal à tirer, mis à part bien entendu, certains critères qui sont bien entendu critiques pour les startups, à savoir la maturité, le secteur, qui sont les fondateurs. Ce sont des données qui, bien entendu, ont un rôle majeur dans une analyse, mais il y a beaucoup de données derrière qui jouent également un rôle, peut-être moindre, mais qui sont quand même pertinentes, et c'est toutes ces données-là qu'on a du mal justement à analyser. D'accord, ça prendrait trop de temps aux analystes, et Exactement. En termes de machine learning, vous vous heurtez à des obstacles comme des données incomplètes parce qu'il y a des questions qui ne sont pas répondues, et puis peut-être même un manque de quantité. Si on a 10 000 lignes, mais si on va dans une catégorie particulière de start-up, un secteur donné, on en a beaucoup moins. Et finalement, le machine learning sera peut-être limité en nombre de lignes. C'est exactement ça. Et pour rebondir d'ailleurs là-dessus, on aurait peut-être plus de facilité à réutiliser du machine learning si on prenait justement que certaines questions, par exemple une dizaine de questions du formulaire, où en effet on a ces 10 000 entreprises qui ont répondu un peu à ces questions, et pouvoir en sortir quelque chose. Mais le problème, c'est que 10 000 entreprises fois 300 questions à analyser en même temps, en fait, même si je faisais un arbre de décision, ça partirait complètement en live, et ça serait pas pertinent. Et là aussi, alors ça on y reviendra peut-être plus tard dans le podcast, mais on a un manque cruel de personnes, même en data analyst, qui justement nous empêchent d'explorer, on va dire, ces pistes-là. On peut en parler maintenant. Par exemple, quelle est la répartition de l'équipe sur les sujets data Alors malheureusement, on n'a pas de profil spécialisé dans la data chez Estimeo, et ça nous manque cruellement. Et c'est un manque qu'on a depuis le début de l'aventure. Ça, on le sent de plus en plus maintenant. Mais c'est vrai qu'on a des analystes tout de même VC, donc plutôt du monde de l'investissement et du financement, qui eux prennent super bien le relais là-dessus. Pour information, donc le formulaire qu'on a créé, c'est grâce justement à des profils comme ça. Donc ils comprennent tout de même les tenants et les aboutissants un peu de ces données-là. D'un point de vue tech, malheureusement, on est limité. On est 3 dans l'équipe technique, donc pareil, ça limite les possibilités. Il faut bien comprendre qu'on n'est pas uniquement, bien sûr, sur des algorithmes de notation ou d'analyse. Derrière, il y a toute une interface à faire, une architecture à faire vivre, un site web, et aussi toutes les petites demandes qu'on peut avoir du reste de l'équipe qui forcément prennent du temps. Et bien entendu, le développement de nouveaux projets. Donc en fait, notre équipe technique est très réduite sur la partie données, même si c'est quelque chose qu'on essaye maintenant de résoudre. Et on a derrière donc 3 analystes actuellement VC qui s'occupent, alors à la fois bien entendu, de tenir par la main les startups dans leur processus d'analyse et d'en sortir des données pertinentes, mais au-delà de ça, d'essayer d'utiliser cette donnée accumulée pour en sortir soit des nouveaux modèles d'analyse, que nous, d'un point de vue technique derrière, nous mettrons en place dans notre plateforme, soit sortir ce qu'on appelle des multiples de sorties. Ce sont des multiples qui sont utilisés généralement dans le monde de l'investissement pour savoir si tel secteur ou tel secteur sera plus pertinent qu'un autre, peut sortir des plus grosses valorisations et donc des plus gros investissements derrière. Donc nos analystes sont aussi pas mal sur ce côté un peu R&D autour de la donnée d'investissement. D'accord, donc c'est des experts métiers qui se sont faits à la data analyse, et du côté tech, on va dire des software engineers qui se sont faits au data engineering. C'est exactement ça, on fait un peu avec les moyens du bord. Et alors, si tu devais recruter tes premiers, du coup, data scientist, data engineer, data analyst, d'ailleurs je ne sais pas vers quoi tu te dirigerais en premier, mais sur quels critères tu te baserais ? Étant donné que c'est pas forcément mon cœur de métier à l'origine, la data, même si j'ai un profil technique, déjà je ferai appel à toi pour me conseiller, ça c'est certain. Au-delà de ça, je pense que je prendrai un profil qui est avant tout un petit peu dans l'exploratoire.
Le but du jeu, c'est qu'il y a tout à faire dans cette partie data analyst. J'ai besoin d'avoir une personne qui soit, j'ai envie de dire, qui ait un fort esprit à la fois, bien sûr, d'analyse, mais aussi de force de proposition. C'est pas comme si je pouvais mettre quelqu'un derrière un mentor, justement, pour gérer cette personne-là et la faire grandir sur la data analyse. Au contraire, il faut qu'il y ait une personne qui ait un peu cette hype entrepreneur, capable de prendre des risques, prendre des décisions, quitte à se planter, c'est pas grave. Mais en tout cas, réussir à sortir quelque chose de cette masse de données, peut-être même simplement une direction à prendre, ça sera déjà pas mal. Et bien sûr, travailler un peu main dans la main avec nos analystes VC. D'accord, force de proposition et puis capacité à travailler avec l'équipe. Exactement. Est-ce que tu as une anecdote à partager sur la data? Est-ce que vous avez découvert à un moment donné dans vos travaux? Alors, j'ai une anecdote en effet sur la data qui est pas très glorieuse, bien entendu. Ça remonte au tout début d'Estiméo. Donc, on venait de terminer la phase Excel, on passait sur notre première architecture. Et il faut bien comprendre que moi, sur la partie technique, j'ai pas trop de soucis, je me débrouille plutôt bien, sauf la donnée. Et je flippe de la donnée. C'est la chose qui me fait peur. Donc tout ce qui était base de données, je ne connaissais pas. Donc j'apprenais un petit peu sur le tas, comme beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs. Surtout que j'étais sorti d'école à cette époque-là, donc j'avais pas eu encore une expérience professionnelle. Et ma base de données était opérationnelle, mon architecture était opérationnelle, la plateforme fonctionnait bien, les premiers clients arrivaient, etc. Je venais juste de faire les sécurités de ma base de données, à savoir justement qu'elle soit bien chiffrée, qu'on puisse pas y accéder aussi facilement que ça, qu'il y ait des backups tous les jours un petit peu de cette base de données. Et un soir, en revenant du bar, vers minuit et demi, un technicien d'OVH m'appelle et me dit en fait, vous n'avez plus rien sur votre serveur. Vous vous êtes fait hacker. Votre base de données est plus là. Alors là, énorme flip. Qu'est-ce qui se passe? Qui est venu? Qui nous a piqué la donnée? Est-ce qu'il a réussi à accéder à quelque chose? Etc., etc. Et en fait, on s'est retrouvé sur ce fameux système du ransomware. Où on me demandait de payer un bitcoin pour récupérer mes données. D'accord. Ce qui d'ailleurs m'a mené un petit peu à la phase cybersécurité juste après. Mais mis à part ça, c'est un énorme flic parce que du jour au lendemain, on voit sa base de données disparaître, potentiellement des clients qui sont en pleine analyse, qui ont payé des centaines, des milliers d'euros pour avoir leur analyse. Non seulement on risque de leur dire, au fait, on n'a plus vos données, il faut tout recommencer, mais en plus, vos données risquent d'être dans la nature. Ouais. Alors, bien entendu, c'était pas le cas. La base de données avait été bêtement supprimée parce que sur ce coup-là, j'avais bien fait une semaine avant, mes sécurités étaient nickel, personne ne pouvait entrer, ou en tout cas, pas facilement, bien entendu. Et la seule chose possible était simplement de m'embêter en supprimant ma base de données. Et coup de chance, j'avais mis mes backups en place, quelques jours avant. Ouais. Donc ça s'est plutôt bien goupillé. Dans mon malheur, je m'en suis sorti. Mais ça a été le premier gros coup de flip autour de la donnée que j'ai eu chez Estiméo, c'est de se dire, waouh, il y a quelqu'un qui est arrivé qui, d'un seul coup, en fait, a tué mon business en une heure, même pas. Et on se dit, mais comment on peut se relever de ça? Ça fait déjà 6 mois qu'on travaille dessus. Est-ce que ça veut dire que ça fait 6 mois de travail qui a été perdu? Et en fait, on commence d'un seul coup un peu à paniquer, à essayer de prendre vite des décisions. Et en fait, heureusement, avec mon associé, on s'est posé, on a rationalisé un peu ça. On s'est dit qu'il n'y avait pas mort d'homme. La donnée n'avait pas fuité, n'avait pas disparu. C'était simplement supprimé. On a simplement rollback, donc remis un backup de notre base de données. Tout s'est bien passé. On a refait nos sécurités. Et maintenant, ça fait 6 ans qu'on n'a pas eu une seule brèche ou quoi que ce soit. Je touche du bois, bien entendu, pour la suite. Mais voilà, ça a été... Quand on a quelque chose qui touche à la donnée, et qu'on sait que ça nourrit absolument tout, le business, nos algorithmes, notre notoriété, un peu tous ces sujets-là. Et oui, c'est un coup de flip quand il arrive quelque chose. Donc il faut être prudent. Vous avez quand même réussi à être certain qu'elle n'avait pas fuité. Parce que vous auriez pu vous faire avoir par le bluff, finalement. Alors oui, on aurait pu se faire avoir par le bluff. Alors en effet, je remercie encore 6 ans après le technicien d'OVH qui a passé la nuit avec moi au téléphone, avec qui on a bien entendu regarder tous les logs, les connexions, qu'est-ce qui a transité sur le serveur, est-ce qu'il y a des choses qui ont été sorties ou non. Et rien ne correspondait à la base de données. Et donc la base de données était correctement chiffrée avec une belle authentification qui venait juste d'être faite. Donc il n'y a pas de raison qu'un mot de passe ait fuité ou une clé d'autorisation. Donc sur ce coup-là, il n'y avait pas de souci sur la base de données, heureusement. Après, on ne peut jamais être sûr de rien, sûr de tout, bien entendu. Mais je flipperais plus maintenant qu'à l'époque. À l'époque, heureusement, ça se goupillait bien, d'une certaine manière.
Vous n'avez pas eu de nouvelles ceux qui faisaient le chantage au ransomware? Jamais. De toute façon, j'avais pas mon Bitcoin à donner à l'époque, en tout cas. Alors, quel conseil tu donnes sur la cybersécurité à ceux qui démarrent une boîte Alors, sur la cybersécurité, c'est déjà pas prendre à la légère, bien entendu, tous ces risques et toutes les mesures qu'on peut mettre en place, qui sont relativement simples d'ailleurs à mettre en place. Ça peut être bien entendu simplement ce rôle un peu pédagogique avec ses équipes, faire attention à ses mails et compagnie, faire attention aux données qu'on rentre et surtout aux données qu'on sort. Ça, j'explique continuellement à mes équipes que quand on sort des données sur un format Excel, ce sont des données qui ne sont plus protégées à proprement parler. Si l'Excel vient à fuiter, potentiellement, ce sont des données critiques qui sont à l'extérieur. Alors heureusement, j'empêche bien sûr toute sortie de données critiques sur un Excel, ça va de soi. Donc ça va être plutôt les pitchs des entreprises, éventuellement les fondateurs, bref, des données publiques ou semi-publiques. Mais donc il faut faire attention à ça. Au-delà de ça, et c'est d'ailleurs ce qui touche à la donnée, c'est bien entendu s'entourer de quelqu'un qui est capable de maîtriser un petit peu la donnée sur tous ces aspects. Que ça soit bien entendu la sécurité, comment la traiter, et derrière intervenir dans la stratégie pour correctement valoriser, on va dire, les données de l'entreprise. C'est, comme je le disais tout à l'heure, un profil qui nous manque depuis le début. Moi, je regrette de ne pas avoir eu cette compétence, à savoir correctement gérer et analyser la donnée, en sortir soit des signaux faibles, soit une forte valeur ajoutée. Et en fait, au début, on a un petit peu ramé là-dessus, ce qui nous a peut-être fait perdre du temps, mais qui a été très enrichissant pour nous. Et mine de rien, ça a mené à Istimeo d'aujourd'hui, donc je ne vais clairement pas me plaindre. Mais c'est vrai qu'un profil data, c'est quand même très pertinent dès le début un petit peu de l'aventure. C'est ce qui nous a manqué. Et comme tu disais, vous baignez dans le monde de la finance et ce qui fait foi dans la finance, c'est Excel. Donc, oui. Vous êtes un peu obligé quelque part en input et en output d'avoir du Excel. Alors oui, en input et en output, tout à fait. D'ailleurs, même si je me bats régulièrement avec mes analystes et mes bizdev pour éviter justement d'avoir de l'Excel dans tous les sens que je dois intégrer, soit à la mano, soit semi-automatiquement dans la base de données, ça reste quand même quelque chose de très classique, le b.a.-ba un petit peu de la communication. On a lancé il y a quelques années le guide des accélérateurs et incubateurs en France, qui recense tout le monde. En fait, tous les partenaires grands comptes utilisent Excel. Nous, on a utilisé Typeform pour récupérer toutes les données. Et bien sûr, Typeform à la fin, c'est Excel. Donc finalement, il faut réussir à traiter cette donnée au format vraiment tableau basique. Et derrière, réussir à l'enrichir le plus automatiquement possible. Parce que quand on a, bien sûr, des milliers de lignes, on n'a pas envie de se les farcir à la mano. Donc, c'est typer correctement sa donnée, l'intégrer correctement. Et puis, surtout, avoir ce rôle un petit peu pédagogique auprès de ses équipes en disant, s'il vous plaît, utilisez de moins en moins Excel. Peut-être, n'hésitez pas à nous demander des développements en interne pour peut-être faciliter un petit peu à la fois le transfert de données, la récupération des données et les intégrer correctement à la base de données. Donc ça, c'est vraiment un sujet un peu compliqué, mais qui est très, très, très pertinent, en tout cas en ce moment. Si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui sort d'école, qui voudrait soit intégrer une structure comme la tienne, soit même monter une boîte comme la tienne, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ? Alors, le premier conseil que je donne généralement, c'est oser entreprendre, oser prendre des risques, oser faire quelque chose. Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est ce qui nous permet aussi de sortir de la masse, d'éviter d'être un anonyme parmi tant d'autres, et derrière d'avoir un impact en fait finalement sur ce qu'on fait. Que ça soit un impact business, un impact technique, même un impact sur le réseau ou tout un écosystème, il faut avoir cette prise de risque. Personnellement, quand je suis sorti des études, j'étais loin d'être le meilleur. J'étais, on va dire, dans la moyenne, voire moyenne basse. J'ai jamais été très bon. J'ai eu toutes mes années un petit peu au rattrapage. J'ai redoublé ma première au lycée, etc., etc. Donc rien de destiné, on va dire, à monter une boîte, à être dans le fameux classement Forbes. Mais au-delà de ça, j'ai essayé de faire des choses pendant mes études. Donc j'ai commencé à être responsable du BDE. J'ai commencé à donner des cours dans mon école pendant que j'étais encore étudiant. Et puis finalement, j'ai pris le risque de l'entrepreneuriat, là où généralement les techs partent rapidement dans des grands comptes ou dans des super jobs bien payés. Moi, j'ai pris le parti pris de monter ma boîte et de ne pas me payer pendant 2 ans, et au contraire de mettre de l'argent pour payer mes salariés. Alors certes, c'est une phase compliquée, c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu se faire violence pour que ça marche,
Mais au-delà de ça, ça m'a permis d'avoir non seulement des belles compétences techniques, parce que j'ai dû toucher à tout au début chez Estimeo, d'avoir également des compétences plus business, plus managériales, que je n'avais pas, absolument pas bien entendu en école, et derrière à la fois créer un réseau, d'être ici sur le podcast aujourd'hui, de sortir un petit peu de cette masse, et ça change tout. Mais si par contre je dois donner quand même un petit conseil que moi je n'ai pas eu la chance d'avoir à l'époque, c'est de trouver quand même un mentor. Un mentor sur ces sujets de prédilection qui va nous aider un petit peu, pas forcément comme un manager, nous dire ce qu'il faut faire ou non, mais plutôt être de bons conseils, parfois réussir à nous faire sortir la tête de l'eau. Ça, c'était quelque chose de critique que mon associé et moi, on n'avait pas à l'époque. Et donc, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat sans forcément en comprendre les tenants et les aboutissants et en essayant de nous dépatouiller un petit peu de ce monde de requins qui est en plus l'investissement. Et finalement, on s'en est sorti et c'est maintenant moi qui ai un peu ce rôle de mentor, que ce soit sur la partie technique ou business, auprès de certaines startups que j'accompagne plus personnellement. Je me permets de revenir sur le sujet de la cybersécurité parce qu'il est hyper intéressant. Aujourd'hui, on démarre une boîte, on a l'impression qu'on est petit, on se dit on est en sécurité. Finalement, on ne l'est pas, comme tu l'as dit, on peut être attaqué par un ransomware. Est-ce que tu as des références, des pointeurs de lecture, de cours pour se former rapidement à la cybersécurité quand on est sorti d'école et donc malheureusement en France souvent un peu délaissé sur ce sujet? Alors oui, il y a plusieurs points de départ. Déjà, quelque chose qui est critique et auquel il faut se renseigner, c'est l'État. On ne dirait pas comme ça, mais l'État est le premier soutien un petit peu de ce monde cyber. Donc on a l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est là justement pour non seulement donner des bonnes recommandations pour les systèmes d'information, bien entendu pour les entrepreneurs qui souhaitent se lancer, et aussi un petit peu les axes stratégiques du moment autour de la cyber. La cyber, c'est quand même un monde qui est en train de monter actuellement en France, notamment depuis quelques années. On voit la création du campus cyber à la Défense à Paris, qui est censé être le lieu européen de la cyberdéfense, où on arrive d'ailleurs à faire travailler ensemble des directions de sécurité de grands groupes ensemble, des startups, des banques, l'État également. C'est vraiment un lieu un petit peu vivant, mais qui montre aussi qu'il y a une réelle problématique. Il y a eu une explosion des attaques cyber pendant la crise du Covid, qui ont fait bien entendu beaucoup de dégâts dans les grands comptes, dans les infrastructures publiques, notamment les hôpitaux, qui ont mené à des drames, mais aussi auprès des startups. Et c'est malheureusement, d'ailleurs, les startups, généralement un sujet qui passe un petit peu à la trappe. Comme tu le disais, on ne peut pas se cibler tous les problèmes à la fois d'une startup. Alors généralement, on se focus plutôt sur mettre en place déjà une architecture technique, c'est déjà pas mal. Et puis derrière, commencer un peu son premier business et voir un petit peu de stratégie. Mais on n'a pas une personne, à la fois, comme je l'avais en analyse, cette personne qui nous manquait, on ne l'a pas forcément non plus en cyber, comme on ne l'a pas dans d'autres verticales, et ça pose problème. Donc il ne faut pas hésiter à se former, en effet, auprès de sites classiques. Alors ça peut être l'ANSSI, ça peut être même sur des Stack Overflow et compagnie, donc ces fameux sites de référence un petit peu sur le b.a.-ba technique. Il y a quand même des bonnes idées là-dessus. Il faut se tenir au courant aussi des actualités. Souvent, les actualités sont la première source un petit peu de failles que l'on peut trouver. Et donc, potentiellement, quand on connaît une faille, on peut mettre au moins un petit bout de sparadrap au début avant de réellement avoir quelqu'un qui va complètement cimenter la brèche d'une certaine manière. Et donc, c'est déjà mieux que rien. Mais en tout cas, il faut absolument se documenter. Il existe beaucoup de services, beaucoup de startups qui se lancent là-dessus. Souvent, des startups qui connaissent aussi les galères de budget des autres startups et donc qui ont des prix beaucoup plus attractifs, on va dire, pour sécuriser tout un SI qui est en train de se créer. Donc il ne faut pas hésiter à faire appel à ces gens-là. C'est un très très bon investissement et qui en plus sera bien vu demain si une personne souhaite lever des fonds. Un ordre de grandeur de ce que ça coûte une formation en cybersécurité Alors, en règle générale, pour ma part, c'est plus en effet des grands comptes que je cible. Donc on est plus sur des formations à entre 5 et 10 000 euros sur plusieurs jours. En règle générale, pour les startups, ce sont plus des coachings qui vont se faire sur 1 heure, 2 heures, voire une demi-journée, à la fois sur des équipes techniques et non techniques. Comme je disais, il y a un gros problème de pédagogie auprès des personnes, et surtout celles qui n'ont pas conscience un petit peu des dangers. Et dans ces cas-là, on est plus sur des coachings à
100 € par personne ou ce genre de choses. D'accord, et ça peut suffire à éviter des énormes problèmes et des ransomware. Tout à fait, en fait, on va éviter les plus gros risques. Il faut bien comprendre quand même que les plus gros problèmes de sécurité, et ce qui mène généralement à une sortie des données d'une entreprise et parfois des données qui sont critiques, ce sont généralement soit des arnaques au président ou en tout cas ce genre de problème où on se fait passer pour un collaborateur, où on demande en effet par exemple des données sur l'entreprise, des comptes bancaires ou ce genre de choses qui parfois sont des requêtes qui sont presque légitimes de la part de notre collaborateur, mais si on fait très attention à l'origine du mail, par exemple, qu'on a reçu, on voit que parfois le nom de domaine diffère d'un caractère. Oui. Moi, j'ai déjà reçu, à titre d'exemple, des emails d'un certain Adrien Fenech, tout comme moi, où son adresse mail était exactement pareil, sauf que c'était estimeo avec 2 i. .com. D'accord. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu dans le détail, on voit le problème. Mais comme on a tous l'habitude de lire les mails un petit peu en diagonale, généralement on ne voit pas ça. Donc il faut faire attention à ces petits sujets-là. Et c'est justement de la pédagogie que les équipes ont le plus besoin. Alors chez Estimeo, vous avez de la gestion de data en interne, mais vous voyez aussi de loin, on va dire, de près ou de loin d'ailleurs, un certain nombre de startups, plus de 10 000 depuis le début. Qu'est-ce qu'on peut en apprendre de 10 000 startups analysées ? Alors oui, on apprend beaucoup de choses, bien entendu, de cette donnée. Alors, ce qui est intéressant déjà, c'est de voir que ce qu'on apprend, en fait, n'est pas figé dans le marbre. Et toutes les conclusions qu'on a pu tirer sur les premières années ont toutes été remises en question aujourd'hui. Et de la même manière, les conclusions qu'on tire aujourd'hui seront de toute façon remises en question dans quelques années. Cela fait suite tout simplement à un écosystème qui évolue, à un monde de l'investissement qui évolue, aux mentalités aussi qui évoluent. À titre d'exemple, au tout début, quand nous cherchions un petit peu à rationaliser un peu ce monde de l'investissement, de la notation, du jugement un petit peu finalement sur les entrepreneurs, on allait embêter les business angels en leur demandant pourquoi tu investis dans telle startup et pas dans l'autre. Et donc, à force de rationaliser, on avait justement certains critères qui se dégageaient. Oui. Ah, mais là, ils étaient 2 cofondateurs. Et 2 cofondateurs, c'est plutôt bien, c'est mieux qu'une personne toute seule. À l'inverse, s'ils sont 6, c'est beaucoup trop. Ça va être galère de tirer des conclusions ou des décisions dans l'entreprise. Ouais. Et on va avoir également d'autres critères qui, malheureusement, sont pris en compte par les business angels ou les investisseurs, que nous, en tout cas, on a fait le choix de ne pas prendre en compte. Par exemple, l'origine des fondateurs, le sexe des fondateurs aussi. Il y a 6 ans, oui, c'était compliqué, en effet, de lever de l'argent si malheureusement on était une femme entrepreneuse et qu'on était toute seule. Pour peu qu'on était une mère célibataire, c'était terrible. Et ce qui est le plus terrible, c'est de voir des décisions d'investissement qui sont censées être en plus des décisions business, rationalisées, etc. Et mêler autant d'affect et d'humain et d'avoir tellement de jugement sur l'humain derrière que ça va empêcher un investissement, empêcher parfois une bonne idée d'éclore et compagnie. Heureusement, tout ça est en train d'évoluer. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais nous, on le voit dans nos données. Maintenant, on a de plus en plus, en faisant du backtesting, de startups qui sont passées par nous, qui ont été fondées, par exemple, par des femmes ou par des réfugiés, etc., qui lèvent de plus en plus facilement, même si ça reste compliqué, des fonds. Et ça, on le voit grâce à la donnée. On ne le voit pas forcément grâce aux articles qu'on peut voir dans la presse, étant donné que les levées de fonds ne sont pas forcément annoncées d'ailleurs. Donc ça, on le voit de plus en plus. Et nous, ça nous force aussi à adapter nos modèles d'analyse. Quand ça devient, d'une certaine manière, un jugement qui est positif, qui met en avant. Je pense notamment à Singa qui a lancé un fonds d'investissement qui investit uniquement si au moins 30% du capital est détenu par des femmes. Et peut-être mettre en avant un peu plus justement ces startups qui sont fondées par des femmes, qui se sont, je pense, mangé suffisamment de baffes jusqu'à présent et qui ont le mérite de toujours exister, de toujours se battre et de continuer à les aider à avancer là-dessus. Et donc toutes ces données-là, qui étaient à la fois tabous et qu'on ne souhaitait pas prendre en compte avant, maintenant on peut enfin les prendre en compte parce qu'elles permettent de valoriser correctement une entreprise. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'on a réussi, en tout cas l'écosystème, pas forcément Estimeo, mais à rationaliser et à rendre positif quelque chose qui, il y a encore quelques années, était très négatif et forcément mal vu. Et donc c'est très bien que les fonds d'investissement se jettent là-dessus, se lancent un peu sur ces domaines-là, tout comme les réfugiés, tout comme certains sujets qui sont critiques et qui sont parfois difficiles à aborder, mais on a une vraie libération là-dessus. Alors comme je disais, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et pour revenir justement sur ces données qui évoluent chaque année,
Oui, on voit par exemple l'impact, tous ces sujets un petit peu autour de la gouvernance, de l'écologie et du social, qui jusqu'à il y a quelques années, n'étaient pas forcément pris en compte et n'avaient pas forcément d'impact sur la valorisation ou la notation des entreprises. Maintenant, c'est un sujet qu'on nous demande continuellement. Comment on valorise l'impact? Est-ce qu'il y a une dimension écologique dans ce projet? Est-ce que, par exemple, tel projet est labellisé Solar Impulse? Donc, ce qui veut dire que d'un seul coup, c'est un projet qui va exploser. Et donc, c'est intéressant de voir ces données qui changent entièrement, ces modèles d'analyse qui changent entièrement. Et finalement, on va avoir un métier qui se réinvente constamment. Pour conclure, chez Estimeo, les prochaines étapes, l'avenir, qu'est-ce que c'est? Alors les prochaines étapes, pour répondre à cette question, je vais être obligé de revenir en arrière encore une fois et de te raconter un petit peu la genèse d'Estimeo. Au tout début, on a fait le parti pris avec mon ancien associé de mettre uniquement de l'algorithmie et de la data au cœur de nos analyses. Donc c'est-à-dire enlever l'humain. On partait du principe que l'humain était le problème et que pour avoir une vraie notation, une vraie analyse, une vraie valorisation, il fallait rationaliser, rester très factuel et donc enlever tout l'affect. Bien entendu, on s'est planté au début. Certes, on a accumulé beaucoup de données avec des modèles très intéressants, mais en fait, ce que cherchent les investisseurs, c'est justement à ce qu'il y ait une personne qui remette en main propre le dossier, même si c'est exactement le même dossier qui est sorti. Exactement, c'est ça. Quelqu'un qui prend la charge, la responsabilité de cette analyse. Depuis, on a rajouté de l'humain et on a essayé d'équilibrer à la fois l'automatique, la technique, donc comme je disais, l'aide un petit peu à l'analyse que l'on donne à nos analystes, et l'humain, à savoir les analystes qui vont avoir à la fois bien entendu ce rôle d'analyste auprès des startups, d'en sortir vraiment des conclusions, etc., et ce rôle pédagogique. Et en fait, les prochaines étapes, ça va être progressivement, et avec beaucoup de pédagogie auprès de nos clients, enlever un petit peu plus l'humain, pour ajouter un petit peu plus de factuel, un peu plus d'algorithmie, et de pouvoir un petit peu plus industrialiser finalement ce modèle d'analyse. Donc nos prochaines étapes, ça va être de mettre en place une plateforme automatique de notation et de valorisation à disposition un petit peu finalement de tout l'écosystème. Donc ça va être les investisseurs, bien entendu, pour pouvoir valoriser à date leur portefeuille ou éventuellement des entreprises dans lesquelles ils souhaitent investir. Comme je disais, les incubateurs accélérateurs pour noter continuellement un petit peu la progression de leur batch de start-up. Les investisseurs, les grands comptes pour se rassurer un petit peu sur la fiabilité de ces entreprises. Et les banques, bien entendu, pour de la notation. Au-delà de ça, on va également outiller certainement des concurrents ou des semi-concurrents, même s'ils sont indirects, parce qu'on est beaucoup sur le marché, mine de rien, à essayer d'accompagner les jeunes pousses dans leur démarche de financement et en règle générale sur leur stratégie. Et on va pouvoir mettre à disposition ces outils-là à toutes les personnes qui souhaitent justement aider un petit peu les entrepreneurs dans leur stratégie et leur futur. D'accord, c'est alléchant. C'est pour quand à peu près? On va dire début 2023, nous sommes actuellement en test de ces outils-là. Super, merci beaucoup Adrien. Merci Marc. Merci d'avoir écouté Data Driven 101. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager. La semaine prochaine, je recevrai Guillaume Jouffre, CEO de Gringo, pour nous parler de son expérience avec la data. À très vite.